il n'a pas 40 ans de pouvoir. Hein. On ne vient pas s'essayer pour gérer le destin des gens. Un homme politique se prépare à la fonction. Un homme politique apprend à maîtriser la politique. Un homme politique apprend la politique. Un homme politique aime son pays. Un homme politique est prêt à mourir pour son pays. Un homme politique ne fait pas la politique surtout. Sur des questions fondamentales du pays, l'homme politique cesse d'être un homme politique. Apporte son soutien au pouvoir en place. Les questions d'intégrité, les questions de souveraineté, les questions même de prestige du pays. Est-ce qu'il l'a fait, M. Tshisekedi? Il appelle aujourd'hui à la solidarité de qui? Quand il s'alliait à monsieur Kagame, il ne savait pas qui était M. Kagame. Il ne sait pas qui est M. Yoweri Museveni. Il le découvre là aujourd'hui. Il découvre aujourd'hui que M. Kagame est le parrain du M23. Il découvre aujourd'hui que les forces onusiennes, la MONUSCO, roulent pour M. Kagame et prend des ordres depuis Washington et soutient le M23. Donnez-moi le nom d'un groupe rebelle qui a été anéanti, neutralisé par la MONUSCO. Et M. Tshisekedi est arrivé quand le président Kabila estimait que si je gagne l'élection, la MONUSCO part de son pays. Mais M. Tshisekedi a renforcé les moyens de la MONUSCO. Pourquoi la MONUSCO alors, qui est force d'interposition chargée d'assurer le maintien de la paix, n'apporte pas un soutien militaire clair à la mer de RDC? Et lui, il va s'allier plutôt à M. Yoweri Museveni, qui est allié indéfectible de M. Kagame, pour venir combattre M. Kagame en RDC. C'est-à-dire le clan des Siciliens. Ne demandez pas des panafricanistes de se prononcer dans les affaires et les bisbilles du clan des Siciliens, avec pour patron Washington et M. Biden. Ne nous demandez pas. Ce sont des incapables. Il va falloir virer ce monsieur du pouvoir et faire revenir une puissance, une force politique patriotique qui pourra s'allier avec d'autres forces patriotiques de la sous-région et pouvoir pacifier la RDC. D'accord, merci à vous Bertrand Tatine. Avant de vous donner la parole, Dr Basilkine, on va prendre cet élément d'1 minute 35 secondes qui nous permet au mieux d'apprécier la réalité à l'est de la République démocratique du Congo. Le malaise des populations, c'est dans cet élément. Alors, est-ce que l'élément est prêt du côté de la réalisation? Il court vers la frontière. Le Rwanda n'est qu'à 200 mètres et ses hommes aimeraient bien s'y rendre. Pour eux, Kigali héberge et soutient la rébellion du M23, celle qui mène des attaques dans leur région et qui s'empare de territoires. Qu'on nous laisse rentrer au Rwanda, nous n'allons pas nous battre. Nous voulons juste montrer à Kagame qu'il nous fait souffrir. À Beni, les Congolais sont massacrés et ici, on veut nous terroriser. Nous disons non, ça ne doit pas se passer comme ça. L'armée arrête les manifestants à quelques mètres du point de passage, mais dit partager leur colère. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement. Rébellion à dominante Tutsi, le M23, vaincu en 2013, reprend les armes fin 2021. Lundi, les rebelles s'emparent d'un territoire plus au nord, à Bunagana. Vendredi, 2 petits-enfants sont tués dans le bombardement de leur école lors de combats entre le M23 et l'armée congolaise. Cette semaine, le gouvernement hausse le ton contre Kigali, qu'il accuse d'avoir participé au financement et à l'armement des rebelles. Le gouvernement rwandais dément toute participation au combat ou soutien au M23. Docteur Basilkine, on a eu beaucoup d'émotions sur cet élément. Alors, est-ce que le président Tshisekedi est clairement là dépassé par la réalité qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, quand on sait quand même qu'il y a pas longtemps, on a décrété un état de siège qui permettait, à côté de la police, mais également la gendarmerie, d'avoir une force d'interposition et d'action sur le terrain pour limiter véritablement les actions des groupes rebelles. Sauf que là, on a l'impression que c'est un chaos total. Personne ne réussit à s'en sortir aujourd'hui. Oui, et je vous rappelle que l'ONU, l'Occident est en République démocratique du Congo depuis pratiquement 1960. Et il n'y a pas de solution. Alors moi je pense que il y a toujours en Afrique le malheur des Africains est très souvent porté à bout de bras par d'autres Africains.
Regardez ce que la CEDEAO fait au Mali. C'est exactement ce que M. Tshisekedi, M. Kagame et compagnie font contre la République démocratique du Congo. Avec en plus, en prime, que ce pays-là est, comme on dit généralement, c'est un scandale géologique. Et il y a tellement de richesses et il y a tellement de guerres qui ont besoin de tout le minerai qui peut être exploité là-bas que, eh bien, l'Occident demande à M. Kagame d'être le garçon servant, le garçon de service pour piller la République démocratique du Congo et leur mettre à disposition ces richesses. Et comme le pillage ne peut pas se faire sans mort d'homme, et bien sans état d'âme, et l'Occident, et M. Kagame et ses alliés acceptent de voir mourir d'autres Africains. C'est ça le malheur de l'Afrique. C'est comme ça que nous voyons la CEDEAO vraiment sans raison valable imposer des souffrances au peuple malien simplement parce que le Mali a eu la chance d'avoir éveillé en son sein parmi ses citoyens des hommes capables de porter à bout de bras les problèmes du Mali et d'avoir décidé que l'Occident c'est fini, ou tout au moins l'Occident dans sa version française. Ils ont rompu avec la France et on voit comment monsieur Ouattara, je m'excuse de les nommer, mais on voit comment ils sont à la manœuvre. Ils se réunissent pour lever les sanctions. Non, non, il faudrait que les élections se passent dans les 3 semaines ou dans les 15 jours qui suivent telle date. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et pour ceux qui s'inspirent de la France, je voudrais rappeler simplement que en 1945, quand la France est enfin libérée du joug allemand, eh bien, on n'a pas fait les élections dans les 15 jours qui ont suivi. Il a fallu attendre au minimum une année. Alors, bon Dieu, laissez donc les Congolais, laissez donc les Maliens s'organiser en interne pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ne prêtons pas notre bras, ne devenons pas le bras séculier de l'Occident, dominateur et expoliateur. Ce n'est pas comme ça que l'Afrique va se développer. Au contraire, si ça continue dans ce sens-là, eh bien, les Kagame, on veut faire le dos rond, eh bien, ils s'apercevront que dans 200 ans, ils seront où ils en sont aujourd'hui, et nous avec eux, et on continuera à dire c'est des histoires de nègres. Ça, je crois que le Congo a vraiment intérêt à s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour changer les choses chez elle. Quand même, le Congo est dans les troubles et la guerre depuis pratiquement la mort de Lumumba. C'est inacceptable qu'un pays puisse souffrir comme ça, et un pays qui n'a provoqué personne, qui n'a pour défaut qui est victime effectivement des rachats de son sous-sol. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui, Dr Basilikene, que cette rébellion du M23 est quasiment plus forte que l'armée régulière? Non, oui, écoutez, la rébellion est sûrement plus forte que l'armée régulière. Pourquoi? Parce qu'aux Nations Unies, les Américains, les Français, les Allemands, tout le monde dit on va venir en aide à la RDC, et ils donnent peut-être sûrement davantage aux rébellions, parce que c'est ça qui leur permet de piller le pays sans avoir à discuter avec aucune autorité locale. C'est créer le chaos pour s'approprier de nos richesses. Voilà quel est le leitmotiv de l'Occident. Et voilà comment les autorités congolaises devraient raisonner et puis prendre exemple de ce qui se fait ailleurs. Je pense particulièrement au Mali et même
à la République centrafricaine qui n'est pas bien loin du Congo. Merci à vous, docteur. Alors, docteur Bekima, je reviens à vous parce que ces rebelles ont donc quasiment pris en otage l'une des régions, je crois, de Bougana, qui est très proche de Bunagana, qui est d'ailleurs à la frontière avec l'Ouganda. Et la question que je voudrais vous poser, la réflexion que je voudrais que l'on mène, est celle de savoir, essaie de revenir effectivement sur la décision qui a été prise par les autorités de la République démocratique du Congo de geler les accords avec le voisin Rwanda. Je rappelle d'ailleurs qu'avant cette décision-là, les vols entre Kinshasa et Kigali avaient été complètement arrêtés. Est-ce que on vise clairement à stopper l'hémorragie? Alors, est-ce que clairement cette démarche de Kinshasa va réussir à affaiblir considérablement, j'arrive, les actions de ce M23? Oui, à la base de votre question, l'assumption est que M. Tshisekedi est un homme libre, que M. Kagame est un homme libre et que M. Museveni est un homme libre. Mais la vérité est qu'ils ne le sont pas. Le Congo est très stratégique pour les États-Unis. Si les États-Unis venaient à perdre le Congo, que l'économie, qui est déjà en très mauvais état, s'écoulerait de façon fracassante. Monsieur Ndoum, des marionnettes ne s'affrontent pas, on les oppose. C'est pas du fait de M. Tshisekedi ou de M. Kagame, c'est-à-dire ça, tout ce groupe-là, que ce soit Tshisekedi, Kagame ou Museveni, c'est marionnettes américaines. Aujourd'hui, vous voyez que le Rwanda est devenu l'incubateur de la pépinière des nouveaux pantins africains au service du monde occidental. Ça, c'est très clair. Il ne vous a pas échappé la dernière déclaration qu'a faite Museveni par rapport à de l'or, et je vais vous dire pourquoi, où il prétendait avoir découvert quelque chose comme 31 millions de tonnes d'or en Ouganda. Mais ça, c'est encore une autre manipulation américaine. Pourquoi? Parce que la commodité la plus manipulée sur le marché, c'est-à-dire le COMEX à New York. Aujourd'hui, les monnaies occidentales sont dans un état tel qu'il est stratégique pour eux d'éviter que les gens se tournent vers l'or et consolident leurs avoirs dans l'or. Donc, il était essentiel de dire aux gens que l'or n'est pas aussi rare que ça, et d'où la déclaration de Museveni. On les manipule en fonction des intérêts qui sont en fait au-dessus de leur compréhension et même de leurs intérêts. Donc, pour le problème du Rwanda et de la RDC, comme pour les problèmes de la plupart des pays africains, la solution va venir le jour où de véritables panafricains vont s'installer à la tête de ces États. Donc, voilà. C'est quoi clairement ce M23 qui terrorise toute une partie de la région de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Mais comment on peut poser une pareille question? Bon, je comprends, vous êtes journaliste, vous voulez nous faire parler, mais c'est une armée informelle qui est créée par les Américains, les Occidentaux, par le biais, n'est-ce pas, de leurs hommes libres, Museveni, Kagame, et dans une certaine mesure, M. Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous posez la question, mais quand on a détruit la Libye, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des armées informelles à partir des théâtres syriens. On les a fabriqués, et quand ils ont perdu la guerre en Syrie, ils les ont déportés simplement en Libye. Ce sont des armées informelles dans lesquelles vous avez des services secrets, vous avez des agents spéciaux des services secrets, des personnes, n'est-ce pas, des anciens militaires qu'on a démobilisés pour les besoins de la cause, des mercenaires, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, des gens qui vendent leurs compétences dans au plus offrant et dans des contextes comme ceci. Vous avez tout ça mélangé, qui sont pris en charge, n'est-ce pas, par les puissances qui, à travers ces mécanismes-là, on connaît, comment on dit ça, confisquent les matières premières des pays, instabiliser les pays dans le cadre de ce qu'on appelle la géopolitique du chaos. Géopolitique du chaos qui est la condition
qui est la condition indépassable, qui est la condition nécessaire pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire le pillage des contenus, le pillage des États, le blocage, n'est-ce pas, des forces productives des États et l'empêchement de l'émergence des vraies élites, n'est-ce pas, patriotiques, capables, n'est-ce pas, de mettre en valeur non seulement les ressources de ce pays, mais de les émanciper du joug de la domination étrangère. Le reste, c'est du blabla. C'est de cela qu'il s'agit. L'excellent Bekima que je salue, je n'ai pas eu l'occasion de le saluer, je voulais le saluer particulièrement, c'est mon frère, je suis très content de le retrouver sur le plateau cet après-midi, très très content. Excellent comme d'habitude, il vous a donné un principe extraordinaire. Les marionnettes, on oppose les marionnettes. Ils ne se confrontent pas. Ils ne décident pas d'une guerre, on les oppose. On les oppose dans le cadre de la stratégie et la géopolitique du chaos. Si vous voulez bloquer un pays, si vous voulez que ses dirigeants ne bougent pas, si vous ne voulez pas qu'il y ait à la tête d'un pays des vrais fils de ce pays-là, avec un projet sérieux pour le pays, mais qu'est-ce que vous lui faites? Vous faites ce qu'on fait là. Vous lui créez une rébellion, vous montez des armées informelles dans le cadre de ce qu'on appelle l'asymétrie géopolitique, vous montez une asymétrie géopolitique que vous entretenez. Et dans le cadre du Zaïre, de la RDC, bon, RDC, Congo, le Zaïre, mais c'est l'histoire de ce pays, ça vous surprend. Mais quand on a voulu liquider le Lumumba, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé une rébellion au Katanga, avec une marionnette, une ordure qu'on appelle Tchombe. Et c'est nouveau. Bon, maintenant vous allez faire croire que Tchombe était trop fort, il avait créé une armée, il était frustré, tout ça et comme ça. Mais Tchombe, on connaît son histoire. Tchombe, la rébellion katangaise était une création de la CIA des Belges. Pour détruire un monsieur, le Lumumba, qui incarnait un mouvement national. C'est-à-dire quoi? Écoutez bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui naît de la détribalisation. Écoutez ça bien. Et dans la projection, comment on dit ça? La projection politique d'un pays dans une dynamique de libération nationale. C'est-à-dire on fédère les gens sur la base d'un grand idéal. Idéal de libération en rapport avec l'histoire du pays. Et ce mouvement était extrêmement populaire, le Lumumba. Extrêmement populaire. Comment on l'a détruit? On a fabriqué une rébellion, on a confié à un criminel, un voyou, n'est-ce pas? Où le père de Tshisekedi était un acteur majeur, il était là, puisqu'il a dit que, il a appelé, vous l'appelez que, ben, il a appelé que nous avons quoi avec nous? Il a insulté le Lumumba pour dire qu'on a avec nous. Il y a un nom, là, j'ai oublié le mot qu'il avait utilisé. Vous vous rendez compte? Il dit le père de Tshisekedi qui est là, Tshisekedi. Donc, ils ont fait pareil. Ça n'a pas changé. C'est pas changé. Et on disait, et Mobutu, quel était le jeu de Mobutu? Mobutu disait, j'incarne l'unité du Congo. Alors tout ça voulait dire quoi? Le jour où on dit que le Congo est uni, ça veut dire que les Occidentaux contrôlent le pays. Les intérêts sont garantis. On ne dérange pas le président qui est là. Aucune rébellion ne le dérange. Vous savez que Mobutu était appelé combattant de la liberté par M. Reagan. Nous savons aujourd'hui qu'il était un agent de la CIA avec un matricule connu. Donc, le chantage est clair. Le jour où un dirigeant arrive, il a les velléités d'émancipation, ben, la rébellion émerge immédiatement. Et quand la rébellion émerge, on paralyse tes capacités d'action. Tu as le choix entre garantir l'unité ou combattre la rébellion, que tu ne vaincras jamais parce que tu prendras l'argent où tes matières premières sont confisquées. Tu veux prendre de l'argent, tu vas dans un guichet international, on te dit de partisan avec la rébellion, parce que tous les guichets internationaux travaillent avec la rébellion, mon cher ami. Donc vous voyez dans quoi l'Afrique se trouve en général, et dans quoi un pays comme la RDC se trouve, c'est très important. Quelle est l'histoire de ce pays? Il faut comprendre ces affaires-ci. Pourquoi? Ça là, c'est dans la logique des choses. La RDC que vous voyez là, il a connu 2 indépendances. Les gens ne le savent peut-être pas, hein. Je peux l'appeler. La première indépendance, c'est que le voyou et criminel Léopold II, quand on va déterrer le moment venu, on va le juger même mort. Cette frépue-là, on va le juger même mort. Ce voyou est venu arracher la Congo, il a dit que c'est sa propriété. Vous comprenez? Il a dit que c'est sa propriété. Pour s'assurer que c'est sa propriété, c'est ce qu'il a fait. Du tout. On a créé un statut spécial pour la RDC. On n'est même pas dans les années 1900, hein, on est dans les années 1800 là. Je pense que c'est les années 1800 là. C'est-à-dire que je crois qu'on est là avant la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. Le monsieur a réussi à obtenir que
le Congo est indépendant sous le nom Association internationale du Congo. Mais pour la question, s'il n'est pas indépendant pour le Congolais, il est indépendant pour qui? C'était indépendant pour que ça devienne sa propriété. Donc, à partir de ce statut, il était le propriétaire de la RDC. Donc du coup, ça n'appartenait évidemment pas aux Congolais, il n'existait pas. Mais on coupait les mains tous les jours, c'est le plus grand. Il a fait tuer combien le Congolais? Il a tué des millions de Congolais. Couper les mains, le Léopold II, c'est un criminel extraordinaire, ce criminel-là. Que ses descendants m'écoutent, hein, ces enfants-là. Votre père est un criminel. Et tôt ou tard, on va déterrer sa tombe là. Pourtant, il venait d'être célébré du côté de la République démocratique Congo. Qui a célébré? D'accord. Qui a célébré? On a déroulé tapis rouge à son descendant. Ouais. Mais qui? Un Belge. C'est un Belge. C'est un Belge, c'est pas un Congolais, c'est un Belge. Vous n'avez pas dit ça comment? Derrière chaque Congolais de la RDC, vous grattez un Congolais, vous trouvez un Belge qui se cache derrière lui. Mais c'est un problème terrible pour ce pays. C'est un problème terrible, c'est un fait. C'est un Belge, c'est pas un Congolais, c'est un Belge. Vous voyez qu'un vrai descendant de Lumumba peut donner sa peau rouge au descendant de ce voyou-là. Donc, il a dit que la RDC, Association internationale pour le Congo, et comme c'était trop gros pour lui, il fallait qu'il fasse des alliances stratégiques pour maintenir le gâteau. Eh bien, les États-Unis, la Belgique qu'on voyait aujourd'hui, la Belgique était l'un des derniers pays d'Europe. Il dit dernier. Toute sa richesse et son faste que vous voyez là, c'est le Congo. Le Congo est, pour les USA, c'est que les 15 pays de la zone franc sont pour la France. Il faut prendre la légalité pour vous comprendre très bien, simplement. La RDC pour les USA, c'est que les 15 pays de la zone franc étaient ou sont encore pour la France. C'est-à-dire que vous retirez ça à la France, elle n'existe plus. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, voilà un pays dont la première indépendance signifie sa disparition historique et sa confiscation, c'est-à-dire et son appropriation par un individu, un criminel, un voleur, un bandit de grand chemin, qu'on appelle Léopold II, roi de Belgique. Depuis ce moment-là, ce pays-là se bat pour être indépendant à travers des multiples mouvements, des multiples batailles, les batailles des populations qui luttent contre les coupeurs de main, les batailles des populations qui luttent contre toutes sortes de brimades racistes. En tout cas, le Lumumba dans son discours en prononçant l'occasion de l'indépendance du pays, a bien rappelé ça dans son discours, ce fameux discours historique. Il rappelle devant le petit-fils voyou de monsieur Léopold II, le feignant qu'on appelait Baudouin, qui est venu célébrer son père, Léopold II, le jour d'indépendance de la RDC. Écoutez bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même dans la pensée de la Belgique actuelle, ce pays n'existe pas. Du moins, il n'est pas indépendant. Vous avez bien compris, vous avez très bien compris l'histoire de parti. Parce que quand Lumumba, pourquoi Lumumba son sort est scellé? Parce que le jour de l'indépendance, monsieur Baudouin, il faut nous rappeler, descendant de Léopold II, criminel comme son père, pour lui l'indépendance c'était la célébration de l'œuvre de Léopold II. Et on a inventé un président, Lumumba gagne les élections, on a manœuvré pour mettre un vaurien président, ici de le dire, Kasavubu. Lumumba, on a inventé le premier ministre pour refuser que Lumumba est président. C'est Lumumba qui était le président. Sinon, pourquoi Lumumba fait un discours ce jour-là? Le roi fait le discours. Le Tintin là fait le discours. Comme excusez-moi, j'appelle chat Kasavubu. Mais pourquoi Lumumba parle alors? C'est parce que les Belges savaient que s'il ne disait rien là, la cérémonie ne signifiait rien. Parce que c'était lui le représentant légitime des Congolais. Il fait un discours historique où il rappelle tous les brimades, les crimes de Léopold II, et son fils devient rouge. Il rougit là sur place. Et son sort réserve, et c'est là à ce moment-là, par le biais d'une CCE, c'est la sécession katangaise. Donc, à partir du moment où la RDC était déjà indépendante sous le nom de l'Association internationale du Congo, vous qui êtes intelligent, moi je vais poser une question. Entre la première indépendance et la seconde là, qu'est-ce qui pour les Blancs est valable? Vous répondez, non? Donc pour eux, jusqu'à aujourd'hui, la RDC n'existe pas. Ce que vous dites là, laissez-moi je vais expliquer. Je vais expliquer quelque chose. La RDC n'existe pas pour ces gens. Donc, si la RDC n'existe pas, pour que cela soit vrai, qu'est-ce qu'il faut faire?
quand on voit la grandeur, l'immensité de ce pays, quand on voit son immense et insolente richesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on met en branle les mécanismes habituels. On le fait entourer par, excusez-moi le terme, par quelques États voyous, dirigés par les voyous. Écoutez-moi, si quelqu'un, un Africain tolère ce que Kagame fait en RDC, c'est pas un Africain. Ça fait des années que je dénonce Kagame ici. On dit non, il gère bien le pays, on a inventé que c'est un panafricaniste, on a tout inventé à ce monsieur. J'ai dit ce monsieur, c'est un criminel. Ça fait des années que je le dis ici, Kagame. Une invention américaine pour déstabiliser la RDC et implémenter ce qu'on appelle la géopolitique des Grands Lacs. C'est quoi la géopolitique des Grands Lacs? Quelle est sa quintessence? Les Grands Lacs veut dire simplement une chose. Il n'y aura jamais de RDC indépendant. Le jour où la RDC est souveraine, on la démembre. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous avez des éminents dirigeants américains et européens qui l'ont dit publiquement. Est-ce que ça n'a pas déjà commencé avec ces zones de Bunagana qui est déjà entre les mains des rebelles? Oui, vous avez raison. C'est l'armée. Il y avait un certain Dendaï là. Peut-être mon ami Bekiwa la connaît très bien. Une secrétaire d'État, une sous-secrétaire aux affaires africaines américaines. Je crois qu'elle était sous Clinton. C'était une africaine. C'est peut-être Njendaï comme ça. Njendaï, une dame noire. Elle est venue à l'RDC. Elle a été claire. Elle a dit qu'il faut penser il faut soudaniser la RDC. De manière officielle qu'il faut diviser la RDC. Monsieur Sarkozy, bon, maintenant de lui, ça en se prend. C'est un... Bon, quand il se drogue pas, il ne peut rien dire. Il était totalement sur le fait de la drogue, monsieur Sarkozy. Il a voulu dire qu'il faut diviser la RDC. Que la RDC, en tant qu'État unitaire, n'est pas qu'on ne tient pas. Qu'il faut diviser la RDC et partager ses riz. Le document existe. Hein. C'est documenté ce que je vais vous dire. Le document existe. C'est dit officiellement. Vous voyez donc que le Grand Lac, c'est quoi? Le Grand Lac, c'est que si la RDC doit exister, il faut qu'elle n'appartienne pas aux Congolais. Elle doit demeurer la propriété de Léopold II, sous le nom de l'Association internationale du Congo, dont les actionnaires principaux s'appellent USA, Belgique, et maintenant et dans certaines mesures, les Français, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, qui se déguisent en multinationales, tout ce que vous pouvez imaginer, en banque, marché financier et tout. Et pour garantir ça, il faut que dans les frontières, les flancs est, ouest de la RDC, il y a des États fantoches dont le rôle est de déstabiliser ce pays. Ce pays, c'est de cela qu'il s'agit. M23, ce n'est que ça, c'est de cela qu'il s'agit. Je suis en disant ceci. Monsieur Tshisekedi, personne ne peut verser une larme pour ce type. D'abord, ce n'est pas un Congolais. Mais ce qui n'est pas, pas de revenir finalement pour avoir une position, je dis, considérable vis-à-vis des intérêts de son pays. Oh, quel intérêt? Vous savez ce que ça veut dire? Monsieur Tshisekedi, c'est ce qu'on appelle l'intérêt du Congo. Il a appris ça où? Comment il est devenu président, ce monsieur? Il a appris ça où? Bon, je laisse Kagame. Voilà un président que vous célébrez. Il a marché sur... Il a fallu un génocide pour qu'il arrive au pouvoir, Kagame. Et maintenant, il a établi que le génocide a été organisé par les Américains. Bill Clinton. Maintenant, c'est public. Kagame était le pion. Formé avec la participation au USA, envoyé chez monsieur Museveni. Donc, c'est pas que il a ciblé le génocide. Le génocide a été un moyen de prendre le pouvoir et implémenter la politique des Américains en RDC qui dure depuis des siècles. Mon cher Doum. Alors, je vous pose une question. Donc, M. Tshisekedi, protéger Kagame. Quand il fallait combattre ce Kabila, il dormait chez qui? Vous l'avez oublié? Qui était le parrain de leur réunion? C'était pas Kagame? Hein? Et Museveni, pour chasser Kabila du pouvoir? Alors, l'histoire est comme ça, il y a des accidents qu'on n'arrive pas à expliquer chez un peuple, n'importe qui peut devenir président. Mais dis-moi, M. Tshisekedi a appris à défendre les intérêts du Congo. Il a appris ça où? Peut-être là. Non, il a appris où? Quoi, en France, qu'il fait là? Il fait quoi? Vous êtes sérieux? Dénoncer ouvertement ce que vous dites depuis plusieurs années sur ce plateau. Il dénonce quoi? Il dénonce quoi? La complicité du Rwanda. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous croyez que pour relever un pareil défi, c'est de gérer les relations. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par dénoncer? Je vous pose une question. Oui, d'accord, c'est vous qui posez la question. Moi, je vous demande donc. Peut-être c'est mon rôle de vous répondre. Moi, je réponds pas à une question. Vous croyez que pour régler un pareil problème, on suspend les relations avec... On suspend quoi? Il gèle quoi? C'est ça, un grand pays comme la RDC. Un petit pays comme le Rwanda parle fort à la RDC. Vous êtes sérieux? Mais Kagame sait très bien qu'en face, il n'y a rien. C'est un comédien qui est en face de lui. Vous êtes sérieux que là, un petit Rwanda parle fort à la RDC? Alors on a l'extrême. Si le mec veut gagner la guerre, je dis qu'on va à l'extrême. C'est pas ce qu'il faut faire.
On a mal, il veut gagner la guerre. Mais quand on voit le poids de la RDC, un président sérieux sur la table, non. Et dit aux Américains, vous avez choisi maintenant entre moi et ce monsieur. Il dit que vous avez choisi. Mais quand on regarde le poids de la RDC, les Américains vont réfléchir. Peut-être sur le poids, sur la question diplomatique, mais sur la question militaire. Et je voudrais peut-être que l'on puisse rebondir avec cette question, puisque le M23, clairement, j'en ai dit quoi, s'aimer la terreur à l'est du pays. Donc, clairement, militairement, la RDC se retrouve en difficulté aujourd'hui. Mais on dit la même chose, monsieur le Clément. Je vous dis que monsieur Tshisekedi, non, il fait son travail, il fait la pédagogie. Moi, je comprends, il veut que on va au bout de l'affaire. C'est-à-dire que, dans le cas même extrême, je vous dis qu'alors au cas extrême, vous croyez que les impérialistes ne sont pas des fous. Un impérialiste, c'est un homme rationnel. La rationalité démontre que le Rwanda ne vaut rien devant la RDC. Ça veut dire que si un vrai président de la RDC, qui est assis, tape la main sur la table et dit aux Américains, moi je vous donne quelques jours là, si vous continuez à soutenir ce monsieur, j'arrête la coopération avec vous. Les Américains vont réfléchir, ils sont intelligents, ils vont dire que, mais, dis donc, arrête ça. Mais, qui est le président de la RDC? Mais excusez-moi, il est président, il comprend que c'est quoi être président de la RDC. Il comprend que c'est pas, mais il faut qu'on soit sérieux. Un pays comme ça, il ne faut pas seulement rêver être président d'un pays. Comme le dirigeant d'un pays, on pense le pays, on lit son histoire, on épouse le destin de ce pays. Donc, un grand pays comme la RDC, tu dis que je suspends les relations. Non, ça c'est la comédie. Tôt ou tard, que ce soit Tshisekedi ou pas, comme vous m'avez dit, les vrais Congolais prendront le pouvoir et ils vont remettre les dirigeants rwandais à leur place. D'accord. Ils vont les discipliner et ils sauront que le grand frère, c'est la RDC. Et qu'un petit pays dirigé par un criminel ne peut pas venir déstabiliser le poumon du continent africain comme ça. Et les Africains sont là, on regarde. D'accord. Donc, on est dans le cadre d'un complot, d'un jeu, Bekim l'a dit, Bertrand l'a dit, dans un jeu bien organisé, qui consiste à opposer deux hommes liges, c'est-à-dire deux marionnettes, pour distraire les gens. Il y a même un enjeu, moi je pense qu'il y a un enjeu à court terme. Je suis pas là, il y a un enjeu, mais là, on ne le dit même pas. Moi, je vous ai dit qu'il y a une loi que Kabila a votée avant de partir. Il avait imposé les 10% là. Vous vous souvenez? Ça ne les arrange pas. Sur les contrats miniers. Sur les prix des mines. C'est-à-dire que cette affaire-là. Mais sauf que ce contrat minier, on a quasiment l'impression que le président Tshisekedi, il se la joue la pédale douce. Je vous dis que l'enjeu là, vous savez, l'enjeu là, moi, ce n'est pas surpris que vous entendez que la loi a sauté. Cette loi a sauté et que par derrière, non, je vous dis, et que par derrière, les parrains ont dit à Kagame, laisse tomber, arrangez-vous pour qu'il ait un deuxième mandat. D'accord. Et le commerce continue. Restons encore davantage autour de cette question. Et Bertrand, je vais vous revenir tout à l'heure autour de l'enjeu sur ce contrat minier. Alors, docteur Bekima, je reviens à vous parce que est-ce que clairement là, sur la démarche du président Félix Tshisekedi, il veut se repositionner dans la perspective des prochaines élections présidentielles qui s'annoncent du côté de la République démocratique du Congo, parce que sous la main, on n'a quasiment rien à défendre pour ce qui est de son bilan, et on le sait clairement, la population congolaise aujourd'hui veut absolument que lui puisse en découdre très certainement avec son voisin rwandais. Est-ce que c'est une démarche qui vise pour lui de polir davantage son image auprès de ces sujets? Oui, c'est-à-dire c'est donner trop de vista politique à Tshisekedi que de penser qu'il est capable de faire de tels calculs. Non, le problème est beaucoup plus sérieux que ça, tel que le président Balakani l'a présenté, tel que Bertrand Kachinda et le docteur Basikine l'ont présenté. À l'heure qu'il est, les enjeux sont très liés à ce qui se passe partout dans le monde. Rien n'est indépendant. Les États-Unis sont en très très grande difficulté. Ils sont en train de se repositionner et en train de redessiner les cartes, leur cadre géopolitique et la façon dont ils vont, contrôler les pays qui sont très très importants pour eux. Pour moi, que ce soit Tshisekedi ou Kagame ou Yoweri Museveni, c'est des menus fréquents. Ils n'ont vraiment aucun impact et aucun rôle de premier plan dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo. C'est-à-dire, on leur donne des ordres et ils exécutent. C'est tout. Cet enjeu sur cette question donc du contrat minier du côté de la République démocratique du Congo, puisqu'il est clairement, on a véritablement l'impression qu'il faudra tout faire pour tenter de sauver l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on ira jusqu'à revoir effectivement ces contrats miniers-là? Je souscris à 100% sur la
président Banda Kani. Il fait une lecture exacte, politique et géopolitique de la situation. Et surtout, il est cohérent. C'est pour ça que nous, les panafricanistes, pour l'élection présidentielle passée, la RDC, on avait fait prêt et faux pour soutenir le président Kabila. Quand le président Kabila arrive au pouvoir, il n'y a pas d'État, il n'y a même pas de constitution. Il y a la forêt, il y a 2 millions de kilomètres carrés de territoire livrés à tous les pillards, à tous les bandits de la terre. Il n'y a rien. Mais quand le président Kabila part, il laisse un pays organisé, une armée solide. Il a vaincu le M23. Il est allé jusqu'à tempêter à l'ONU. Et on a demandé, on a renforcé les capacités de la MONUSCO. Parce qu'il a expliqué que si la MONUSCO ne peut pas avoir un mandat offensif, qu'est-ce qu'elle fout là? Mais qu'elle fout le camp? Et on est sur le point de vivre le même cas similaire du côté du... Donc le Conseil de sécurité a demandé à la MONUSCO d'accompagner la force offensive des forces armées de RDC. Et il a démantelé totalement le M23. Quand le président Kabila part du pouvoir, il réactive sa coopération militaire avec la Russie. Il réactive sa coopération militaire avec la Russie. Que fait M. Tshisekedi? M. Tshisekedi vient démanteler tout ça, il appelle la France. Président, c'est toi qui avais annoncé ici qu'il a demandé à la France d'organiser ses forces de sécurité au point de mettre sur pied une école de guerre. Il démantèle une coopération militaire qui allait dans le bon sens parce que le président Kabila renforce avec la Russie et des échanges se font. Parce qu'il comprend que, il comprend le jeu de ceux qui donnent les mandats à la MONUSCO. Il comprend que c'est eux qui sont cachés derrière une MONUSCO qui a 1 milliard de dollars de budget par an et qui ne fait rien du tout. Il comprend que c'est eux qui parrainent monsieur Museveni. Mais monsieur Museveni ne cause pas que guerre, désolation et mort en RDC. Même en RCA là, il est exempt de tout reproche. Monsieur Bozizé, vous pouvez jurer la main sur le cœur que monsieur Bozizé ne s'est jamais caché dans ses forêts. La situation au Soudan, il est exempt de tout reproche. Il fait que ça. Washington paye, il exécute. Il ne fait que ça. Question pour monsieur Tshisekedi. Ouais. Comment est-ce qu'il fait pour reprendre la main quand il n'a pas les moyens de sa politique? Ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire et la Banque mondiale conditionnent les prêts à la paix et lui demandent que nous voulons des accords de paix. Qui sont les patrons du Fonds monétaire international? Donc, il est obligé d'avoir des moyens financiers. Et pour avoir les moyens financiers en RDC, vous actionnez quel levier? C'est que le levier minier. Et c'est là qu'il rencontre donc ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ouais. Et lui dit que mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Une bonne partie de toute la détestation mondiale contre le président Kabila avait été quand il avait renforcé les contrats miniers. Et à l'époque, il en appelait à l'union sacrée. C'est pour ça que le président Banda Kani rigole. Quand vous lui dites que il doit défendre le pays, il lui vous pose la question que monsieur Tshisekedi, c'est un Belge. Il a déjà défendu le Congo. Il a défendu le Congo. Et c'est ça, les oppositions africaines. Quand l'armée était au front, lui et son père mettaient Kinshasa à feu et à sang, expliquant que c'est une armée de miliciens. Donc, que c'est la milice du président Kabila. Donc, dans une situation avec, voilà. Et quelles ont été ses alliances militaires? Quand ces alliances politiques, il arrive au pouvoir, quelqu'un de futé aurait fait quoi? Aurait d'abord été reconnaissant que le président Kabila lui a passé le pouvoir en reconnaissant les résultats des urnes et demander justement au président Kabila, qui lui a une véritable majorité sur le plan local et même à l'échelle nationale, de bâtir une véritable alliance patriotique. Ça n'aurait pas aidé s'il avait au sein de son Sénat, au sein de son Parlement, une véritable alliance politique avec le président Kabila, mais lui non. Il a plutôt expliqué que ce sont des voyous, des anciens détourneurs de fonds. Il va faire le ménage et que lui, plutôt, il a un besoin de main libre et il se tourne du côté de M. Katumbi et du côté de M. Bemba. Regardez les alliés. Vous faites la politique. Vous prenez Bemba pour allié. Bemba pèse quoi en RDC? Vous prenez Bemba pour allié. Et c'est ça qui fait donc que M. Kagame a compris que ce monsieur, sur le plan interne, n'a pas de force politique. Ouais. Ce monsieur, sur le plan interne, ne pèse rien. C'est nous
qui avons aidé à l'amener au pouvoir, je ne serais même pas surpris que ce soit les monsieur Kagame et monsieur Yuri Museveni qui ont convaincu Washington à soutenir monsieur Tshisekedi. Je ne serais même pas surpris. Et dans ce cas, ils ont tout intérêt à ce que ça puisse tempérer pour permettre peut-être à ce que monsieur Tshisekedi ait une espèce, je dis une once de légitimité auprès de son peuple, puisqu'on ira dans les élections dans les jours qui arrivent. Et dans ce contexte-ci, il risque clairement d'être vomi par les siens. Eh bien, qu'est-ce qui vous explique que dans l'agenda de ceux qui sont les parrains de cette rébellion, M. Tshisekedi est encore le pion? Moi, je vais plus loin. Le M23 a déjà pris une ville. Depuis une semaine, il contrôle la ville. Contrôle la ville. Absolument. Et je peux vous dire que l'offensive du M23 ne s'arrêtera pas. Je vais même plus loin. Il y aura un deuxième front qui sera ouvert avec la frontière carrément ougandaise. Avec la frontière ougandaise, on va ouvrir un deuxième front. Et dans ce cas, quel est donc le rôle et à quoi sert donc la MONUSCO? Pourquoi vous ne posez pas la question que la MONUSCO, qui est justement chargée de la stabilisation et de la sécurité au Congo, mais a prolongé le mandat. Donc, pourquoi la MONUSCO, les responsables de la MONUSCO ne parlent pas, ne disent rien, ne se mêlent pas, regardent, alors qu'ils sont une force de stabilisation? Pourquoi ils ne stabilisent pas la sécurité en dépit des cris de M. Tshisekedi? Et pourquoi M. Tshisekedi n'indexe pas la MONUSCO, ne dit pas à la MONUSCO que mais pourquoi vous ne me prêtez pas main forte? Pourquoi M. Tshisekedi ne rompt pas ses relations diplomatiques avec Washington pour parler politiquement, comme dit le président Banda, et dire au Rwanda que moi, j'arrête toute ma coopération économique? Expulse même l'ambassadeur des États-Unis. Washington va comprendre rapidement le message et dit que j'expulse l'ambassadeur des États-Unis. Qui ne sait pas que M. Kagame et M. Museveni sont tout simplement les pions de Washington? Washington les a utilisés pour chasser la France des Grands Lacs. Vous savez qu'avec M. Abrahimana, la France se réunit un peu dans les Grands Lacs et se permettait de croire l'influence française, même jusqu'au Burundi. Donc Washington chassait M. Abrahimana et mettre M. Kagame et M. Yuri Museveni, c'était mettre aussi ce qu'on appelle des chiens de garde et dit que cette région-là, dorénavant, nous appartient. Et l'offensive de Washington ne s'est pas arrêtée là. L'offensive de Washington va jusqu'en Angola. Voilà pourquoi les bras nous en tombent pour celui aujourd'hui qui est à la tête de l'Angola. Dans le cas de quelle devrait être en principe la démarche du président Félix Tshisekedi? La démarche politique du président M. Tshisekedi, c'est de réfléchir et de refaire une alliance politique. C'est-à-dire renégocier une alliance politique avant de dire qu'on suspend les contrats avec le Rwanda, mais est déjà la force politique. C'est pour ça que nous, au Cameroun, nous n'avons pas réfléchi d'une autre façon quand le Cameroun a été attaqué par l'Amazonie. Le nouveau mouvement populaire, nous n'avons pas réfléchi, nous avons décidé d'apporter un soutien indéfectible au président de la République. Parce qu'on savait que le président Biya a besoin de poids et de force politique pour résoudre ces questions. Donc, M. Tshisekedi, il n'y a pas de honte de provoquer rapidement une grande rencontre avec les leaders politiques patriotiques, notamment le président Kabila. Vous vous imaginez demain une grande rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kabila, appelant à l'union sacrée, grande rencontre politique, négocier même au sein du Parlement, une nouvelle rencontre politique avec le gouvernement et tout, et en appeler véritablement à un soutien de forces de sécurité, eh bien Washington comprendra que les deux frères ennemis, sur une question de souveraineté et de survie du pays, peuvent se mettre ensemble et décident même de lever le peuple pour aller au front. C'est quand même pratiquement 90 millions d'habitants. En face, c'est 6 millions d'habitants. Ça veut dire que la ville de Kinshasa, qui fait 14 millions d'habitants, décide d'envahir ce que vous m'appelez Rwanda. Moi, j'ai toujours sursauté et me dire que, mais quel type d'armée peut avoir le Rwanda pour traumatiser un pays de 90 millions d'habitants? Moi, je me suis toujours posé la question. Que même si on va au corps à corps, c'est-à-dire les autres disent que vous êtes armés, mais nous on va au corps à corps, mais 10 millions de Congolais déferlent sur ce que vous m'appelez Rwanda et ce que vous m'appelez Ouganda, ça n'existe plus. Mais vous ne vous posez pas la question. Voilà pourquoi M. Kagame prend des grands airs. D'ailleurs, il ne répond pas. Il dit je ne soutiens pas le M23, mais sauf que les chefs politiques du M23 se trouvent à Kigali. Ils sont à Kigali, ils paradent. Ils paradent. Washington, qui parle souvent d'ailleurs, derrière le Tigré, qui était derrière le Tigré? Qui est derrière les rébellions là? Qui est derrière l'Amazonie? On a clairement vu la position. Qui est derrière l'Amazonie? Donc tous ces mouvements là, tous ces mouvements là, ne vous disent. Donc voilà les questions de fond. Donc nous,
On ne le dit pas parce qu'il faille que M. Tshisekedi puisse être victime de ses propres turpitudes. Mais nous lui donnons même ici des solutions de dire que s'il n'a pas l'union sacrée, un véritable soutien sur le plan politique qui peut envoyer, être un signal pour Washington de comprendre que on peut se tourner parce qu'il y a une alternance à la puissance de Washington. Ça veut dire qu'une puissance, un poids politique peut se tourner du côté de la Russie. Et aujourd'hui, quand vous parlez de la Russie, M. Tshisekedi doit réfléchir pas deux fois. Il doit comprendre que, vraiment, oui, voilà une alternative. Voilà une alternative pour moi, de pouvoir me nouer rapidement une alliance après avoir discuté avec mes pairs, former un véritable bloc politique et pouvoir demander un soutien affirmé, assumé à la Russie pour m'appeler ce que vous appelez le M23. Les patrons du M23 sont les no-piti que nous voyons ici. C'est-à-dire que des individus, des petits mercenaires formés à l'école du mercenariat des troupes ougandaises. D'ailleurs, il se dit que ce sont les soldats carrément rwandais, ougandais, que vous appelez M23. C'est qui M23? Ce sont les soldats rwandais et ougandais qui combattent sous ce que vous appelez bannière de M23. On peut mieux donc comprendre, effectivement... Monsieur Kabila avait détruit le M23 qui n'existait plus. Ouais. Voilà. Donc, à cette allure-là, le M23, je vous dis, un deuxième front d'une deuxième rébellion va s'ouvrir sur les frontières communes avec l'Ouganda et ne soyez même pas surpris qu'ils décident tout simplement d'aller marcher sur Kinshasa. Les Tigréens avaient décidé quoi? Les Tigréens avaient décidé d'aller marcher sur Addis Abeba. Ils en étaient déjà à 200 km avant que M. Abli appelle la Russie, la Chine et ses alliés pour lancer la contre-attaque. Donc M. Tshisekedi, heureux encore pour lui de bavarder à Kinshasa. Dans 3-4 semaines, la situation peut... Parce que s'ils prennent Goma, ça en est terminé. Hein? S'ils prennent Goma, ils ont coupé une partie du ravitaillement du pays. Ils ont coupé les zones minières. Ils ont coupé les routes qui mènent au Kasaï. Eh bien, je peux vous dire qu'ils décideront pratiquement d'abréger le pouvoir de M. Tshisekedi. Alors, docteur Basilken, tel qu'on observe les choses, c'est on semble ne pas peser véritablement le danger, mais le danger il reste quasiment pesant, il est pressant, on n'est pas loin d'une véritable sécession quasiment du côté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quand on regarde la démarche du président Félix-Antoine Tshisekedi, on a quasiment l'impression qu'il ne pèse pas au mieux le danger qui guette son pays. Non, c'est comme disait mon fils Atinda tout à l'heure, c'est des marionnettes que l'on agite, hein, des marionnettes à qui on fait faire des choses. Mais en réalité, M. Tshisekedi n'a ni la personnalité, ni la capacité, ni la volonté, ni même la popularité nécessaire pour entreprendre ce qui vient d'être décrit comme voie de sortie du Congo de cette situation. Non, nous sommes dans une situation mondiale où, à partir du libéralisme débridé, eh bien, quelques États, principalement les États-Unis d'Amérique, et quelques pays de l'Europe occidentale ont décidé que les richesses de la planète sont à eux. Et dans ces conditions-là, il faut une voie de recours. La voie de recours, c'est d'abord un sursaut nationaliste et ensuite que ce sursaut nationaliste... De la part de qui, docteur? Du président, alors peut-être des Congolais? Du président actuel ou d'autres Congolais. Bon, mais si ça a été établi d'ailleurs qui n'a rien en lui, en tout cas qui ne s'identifie pas davantage à ce pays, est-ce qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il puisse véritablement y arriver? Je ne veux pas être prophète ni de malheur ni de bonheur, mais je vous assure, quand Ibeka partait du Mali, est-ce que quelqu'un pensait au colonel Goïta? Voilà comment le sort des nations se joue. Il faut un nationaliste, une personne qui aime franchement, sincèrement son pays. Vous savez que si Lumumba avait décidé de négocier avec les Belges, il serait encore président aujourd'hui, hein, jusqu'à ce que la mort l'en libère. Mais quand on est nationaliste, on n'a pas la même vision que les mercenaires qui, dans certains États, nous gouvernent. Parce que avec l'Occident à la tête de la planète, c'est la misère des peuples au profit d'une poignée d'États et
à l'intérieur de ces États d'une poignée de citoyens qui vont détenir la totalité des richesses de la planète. C'est ce qui est visé en République démocratique du Congo, c'est ce qui est recherché au Mali, c'est ce qui, avec Boko Haram et les Ambazoniens, est visé au Cameroun, et personne n'est à l'abri. C'est le moment ou jamais pour les Africains de se lever et de rechercher de par le monde des alliés. Vous savez, le Cameroun n'a pu tenir face à Boko Haram et même face au Nigeria, comment on appelle ça, à Bakassi. C'est parce que des alliances extérieures, des accords avec des pays amis nous ont aidés à le faire. Si M. Tshisekedi n'a pas l'étoffe de cette réflexion, eh bien il va céder la place soit à un autre fantoche et le jeu va continuer, soit à un nationaliste et la situation va changer en un rien de temps. Je vous assure que quand Ibeka et ses derniers moments de pouvoir, personne ne pensait au colonel Goïta ni au premier ministre Maïga. Mais voilà comment les choses doivent se passer. Et nous incitons les Congolais à ne pas se croiser les bras, à ne pas laisser leur pays à la merci des impérialistes, à faire bloc entre eux et à rechercher à l'extérieur des alliances qui sont susceptibles de les aider. Les véritables guerres nationalistes et nationales, on les gagne toujours. Toujours. D'accord. Voilà. Président Manakani, sauf que c'est très certainement, du moins au regard de ce que, à la lecture de ce que nous voyons, c'est la dernière chose à laquelle pense le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire des alliances fortes, militaires surtout, pour mettre un terme à cette rébellion. Il ne fait pas les alliances qu'il veut, il faut être à mesure de les faire. Est-ce qu'il n'a donc pas cette légitimité internationale? Ça veut dire quoi, légitimité internationale? Ça signifie quoi, ce type de langage? Puisque vous voulez nous faire parler à travers vos questions, la légitimité internationale, la plupart du temps, vise à détruire les pays africains. Mais, M. Ouattara a une grande légitimité internationale. Vous savez ça, non? M. Ouattara. Mais vous savez à quoi sert sa légitimité internationale? À détruire le continent africain. Et ça, toute honte but, hein? Toute honte but. Parce qu'il fallait qu'on l'appelle président, c'est tout. Il fallait qu'il s'assoie dans un fauteuil, on lui donne les honneurs de président. C'est tout. Non, c'est pas. Vous êtes ce qui dit que légitimité internationale. Moi, ça me fait sourire, parce que si c'est dans le cadre de la communauté internationale, on sait ce que ça veut dire. Les légitimités qui sont octroyées par la communauté internationale, on comprend. Que la communauté internationale vous reconnaisse, c'est autre chose. Hein, parce que vous pouvez vous imposer. Parce que bon, vous avez, vous contrôlez, comment on dit ça, vous avez légitimité intérieure, hein, sur une forme ou sur une autre, qu'oblige la communauté internationale à faire avec vous. Tout à fait. Mais c'est différent d'une légitimité octroyée. Monsieur Ouattara, on lui a octroyé une légitimité, comme on octroie à l'ennemi du continent africain qui est au Niger là actuellement. Vous voyez, il n'est pas le seul. Donc c'est pas la même chose. Moi je vous ai dit, un dirigeant fait des alliances sur la base d'une démarche politique sérieuse. Et il faut construire. Mais M. Tshisekedi a construit quelle démarche politique? Il a hérité du parti de son père. Et il en est devenu le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi. C'est tout. Les vrais militants historiques qui étaient capables de diriger ce parti, on les a écartés. Le parti là, UPDS là, est-ce que M. Tshisekedi a l'envergure pour en être le principal responsable? Son père qui a trahi la RDC, qui a fait tuer Lumumba, n'est-ce pas, a construit toute sa vie dans le service de la trahison. Et on a déguisé ça en combat pour la démocratie, comme d'habitude. Et à un moment donné, il a intégré son fils dans l'appareil. Hein, il passait le temps à faire les fêtes là-bas en Belgique. Je vous dis que c'est un Belge. Il passait le temps à jouer la vie en Belgique. Son père qui s'inquiétait que mais je veux partir comme ça, qu'est-ce que je veux faire? Bon, on ne sait pas par quelle voie il est entré dans l'appareil. Mais les vrais cadres historiques de ce parti-là, vous voyez que vous savez ce qu'il dit, est-ce qu'il est Vau? C'est le nom de son père, terminé. Il a hérité de ça. Donc,
le temps d'acquérir une véritable carrure politique, mais il faut des gens qui veulent avoir cette carrure. Moi, je vais vous dire, soyons sérieux dans la vie. Est-ce qu'il y avait un accord que le lieu à M. Kabila? Oui. Oui. Cet accord, oui, qui le lie à M. Kabila. Oui. Cet accord a permis qu'il devienne président. L'envergure d'un dirigeant qui croit à son pays. Cette envergure devait amener ce qui doit comprendre que son premier allié dans cette affaire, c'est Kabila. C'est l'ancien président. Il devait continuer. Il devait peaufiner cet accord pour que les deux s'entraident. Non seulement à neutraliser même ce que Kabila va pu neutraliser, c'est ce qu'on appelle la politique. Pour le faire, il faut avoir ce qu'on appelle la carrure politique. Tu t'entends avec celui qui t'a dit, il y a un pacte, vous sauvez l'État. Ta présence permet à M. Kabila de se débarrasser des extrémistes de son camp, et sa présence te permet aussi de manœuvrer, de jouer avec, parlons comme ça, c'est avec que tu as partisé hier. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Dites-moi pourquoi, pour M. Tshisekedi, son premier ennemi, c'est Kabila. Pour m'expliquer ça? Une chasse aux sorcières. Pourquoi, sur la base de quoi son premier ennemi, c'est Kabila? Tu veux tout le pouvoir, pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu veux tout le pouvoir là maintenant, pourquoi faire? Mais voilà ça, non? Il est tellement léger qu'il n'a pas compris que, en écartant Kabila et en rompant l'accord, il s'affaiblissait lui-même. Parce qu'il n'a pas l'intelligence politique de la situation. C'est pas un homme politique. Il faut un homme politique aguerri pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Vous comprenez ça? Il a passé son temps à siphonner l'accord, à le détruire parce que non, je veux le plein pouvoir. Ok, tu as le plein pouvoir, voilà ça. Va donc, lutter. Va finir avec le M23. Voilà. Tu as le plein pouvoir, non? Va finir avec le M23. Que veut dire plein pouvoir en RDC? Ça veut dire quoi pour un président plein pouvoir? Ça veut dire quoi? Justement, le principe, c'est qu'aucun président en RDC n'a le plein pouvoir. C'est le principe colonial. C'est le principe de la colonisation belgo-américaine. La RDC est colonisée par la communauté internationale. Donc, le principe, si un président a le plein pouvoir en RDC, c'est-à-dire que la communauté internationale va disparaître. Bon, si on n'a pas de culture politique, on ne comprend pas ça. On rêve. Veut le plein pouvoir. Donc, plein pouvoir, c'est que tu chasses Kabila, tu violes les accords, tu t'installes, tu es le grand roi. Mais ça, c'est le mobutisme, ça. Ça va aboutir à rien. Mobutu a voulu concilier le plein pouvoir et la dépendance étrangère. Et voilà que le Mumba a ramassé dans la rue, permettez-moi l'expression. Il en a fait un chef d'état-major. Première prouesse, c'est le Mumba. Ouais, bien sûr. Et après, il a tué. Après, il dit que non, c'est le héros national. C'est le célèbre héros national. S'amuser comme ça avec les principes. Oui, nous on peut rire à défaut de pleurer. Jouer comme ça avec les principes. Pas derrière aller être l'allié des Américains, le combattant de la liberté de M. Reagan. Hein? Et dit qu'en même temps, je vais avoir le plein pouvoir. Mais les Blancs, ça les fait rire. Après, tu fais la comédie, tu joues l'authenticité. On va perdre la Bacoste. On va débaptiser les rues, machin. Ça, c'est le folklorisme. Ça. C'est quoi ça? Une marionnette. C'était une pire marionnette. Mobutu a bien vu les limites de chercher à avoir le plein pouvoir dans un pays qui n'est pas décolonisé. Monsieur Noum. Mais qu'est-ce que ça va faire pour les dirigeants africains comprendre certaines choses? Mais on ne s'invente pas politique. Hein? On ne s'invente pas. Il faut avoir une carrière pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'on appelle la pratique et le métier de la politique. Je suis désolé pour M. Tshisekedi, je vais bien respecter sa fonction, mais il n'a pas la carrure. Ça se voit. Parce que, mais, il faut s'entendre avec Kabila. Les conditions historiques de la RDC, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, demandent l'unité. C'est-à-dire qu'il faut une union des forces politiques. Et son allié naturel, plus ce Kabila l'a mené, c'est entendu pour qu'il peut le pouvoir. Plus ses anciens alliés lui ont fait la guerre, ils n'ont même pas reconnu sa légitimité. Fayou, tous ces gars, les Katoum, ils n'ont pas reconnu sa légitimité. C'est Kabila a travaillé, il gagne les élections, il a remis le pouvoir. Tu sais que Dieu a célébré ça. Le discours de M. était clair. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qu'il a arrivé, qu'est-ce qu'il a cru? Il va chercher la France d'abord pour saccager l'armée. Parce qu'il faut que, pour lui, il n'y a pas de continuité militaire après Kabila. Vous voyez, le manque d'envergure des gens a dit pour lui l'armée Kabila, l'armée c'est la mise de Kabila. Kabila une fois parti, il faut décapiter toute l'armée, aller chercher les Français pour qu'ils viennent reformer l'armée congolaise. C'est quand même terrible ça. Voilà des erreurs. Mais pendant ce temps, on te regarde. Il a bien dit, les gens te regardent.
Alors, si à un moment donné, il y a une accélération géopolitique dans le monde, comme c'est le cas actuellement, où les Américains sont en passe de devenir un pays pauvre, c'est une économie de fémania. L'Amérique, le dollar, c'est une fausse monnaie, en grande partie. C'est un pays de fémania, qui est en situation de crise économique très avancée. Mais comment on règle ça dans l'histoire, les crises économiques comme celle-là? Mais c'est pas la guerre. Si les Américains estiment que notre agenda doit accélérer, et qu'on constate que bon, on voit que bon, on va t'aider à accélérer. Et comment on fait ça? Mais on fait ce qu'on est en train de faire là. On fait ce qu'on est en train de faire là. Et on ramasse rapidement de l'argent. Ça permet de ramasser de l'argent et tout. Que monsieur Bekima vient de vous l'expliquer. Écoutez, là maintenant, dès qu'il a fini là, il a dit Kabila ne se présente pas. Il a commencé par faire ça. Il dit qu'il n'a pas été inéligible. Il est inéligible. C'est quand même curieux de dire qu'un ancien président qui a dirigé un pays 15 ans est inéligible. C'est d'abord même très curieux de faire ça. Mais, à force de chercher à tuer Kabila, il n'a pas vu le M23 venir. Il n'a pas vu Kagame venir. Alors, président, il y a quelqu'un qui dit, vous dites que M. Kagame est quasiment le bras des Occidentaux, mais comment expliquer donc ces interventions aux côtés des armées centrafricaines et mozambicaines pour se défaire véritablement des mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est pour... Tu n'intervenais pas dans le pays étranger pour stabiliser. On ne peut pas intervenir dans beaucoup de pays africains. Allez voir Mobutu. Mobutu a fait des interventions dans beaucoup de pays africains. Oui, il joue même. Mais il était devenu un sage à un moment donné. Quand un pays avait un problème, il allait voir Mobutu. Il nous a même volé, même des thèmes panafricanistes. Oui, comment Mobutu? Oui, non. Il faisait des discours, souvent le jour il est content, il te le prend, il fait des discours panafricanistes, authentiques, machin. Mais c'était pour divertir les naïfs, la diversion. Que Kagame intervient dans le cadre de mission de l'ONU. Il faut rappeler à ceux qui font la question que l'émission de l'ONU nous rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent d'abord. Donc on peut aller parce que ça gagne de l'argent. On gagne de l'argent. Deux, ça permet de routiniser les contingents, de les déployer, de les gérer, n'est-ce pas? Et tant qu'un pays, le Mozambique et consort, ne dérange pas fondamentalement M. Kagame, mais il peut le faire. Il y a quoi? Si vous êtes, écoutez bien, si vous êtes très à l'aise avec l'Occident, pourquoi vous ne serez pas à l'aise avec l'ONU? Vous pouvez devenir le meilleur élève de l'ONU en matière de contingent pour le maintien de la paix. Il faut le dire. Donc, ce n'est pas un critère d'analyse de ça. Je dirais à mon ami qui pose la question. Ça t'ouvre les portes auprès des guichets internationaux. Mais c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Si je m'entends très bien avec Washington, mais je suis du Fonds monétaire international. Et quand vous avez des budgets d'1 milliard de dollars pour le maintien de la paix, mais c'est un bon business, ça rapporte de l'argent au pays. Ça permet beaucoup de choses. Donc ce n'est pas un critère pour analyser la valeur, la validité, la pertinence panafricaniste du demande d'un dirigeant. J'ajoute ceci. M. Kagame, vous m'expliquez pourquoi M. Kagame accepte qu'on déverse les terroristes afghans en Ouganda, au Rwanda, en échange de l'argent par Londres, par exemple. 160 millions. Dites-moi comment on explique ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc, il n'avait pas de mes idées. J'étais en train d'indiquer ceci, je vais chuter par là. D'accord, président. C'est-à-dire que Kabila perd. Parce qu'on m'a dit, quelqu'un m'a dit, non, il s'est allié avec quelqu'un, mais pas strat. En politique, il y a la tactique. On peut s'allier avec quelqu'un pour le combattre demain. Ok. Prenons l'exemple de Kabila perd. Kabila perd est entré après le pouvoir contre Mobutu dans le cadre d'une alliance sous-régionale. Sous-régionale, c'est-à-dire que parrainée par Washington, et dont le Rwanda et l'Ouganda étaient les chevilles ouvrières sur le plan militaire. Quand Kabila arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Quand il constate que, voilà ce qu'on appelle un choix tactique, et le pouvoir, il se retourne ouvertement contre eux, et il assume ça. C'est le cas de M. Tshisekedi, c'est le cas. Quelqu'un a subi quelque chose, et pour perdre, il dit que je ne refuse pas les accords, machin. C'est quoi ça? Kabila, quand il s'est retourné, on a vu, il n'avait pas derrière lié les accords avec le Zimbabwe, les pays africains, il a chassé les Rwandais. C'est là que le Rwanda a décidé de le tuer. Parce que les Rwandais ont été lynchés à Kinshasa, parce que la population n'acceptait pas cette colonisation, et ça réveillait les vieux démons. Les populations de la RDC n'acceptaient pas cela. Kabila payait de sa vie en sachant qu'il devait payer de sa vie. Et on a vu les orientations de Kabila après. Tout l'Occident était contre lui. Tu vois bien ça? Tout l'Occident était contre Kabila.
Vous comprenez? Donc, voilà, on peut dire que, bon, ok, là-bas, il y a une démarche tactique. Ce n'est pas le cas de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est l'enfant chéri des Occidentaux. Il est tellement amusant que, dernièrement, quand ça chauffe, il a demandé l'appui de l'URSS à l'ONU. Il a osé demander. Mais les Russes ont accepté. Mais pourtant, lui, comment lui, c'était au départ de garder les Russes de haut. Il a demandé l'appui des Russes. Oui, à l'ONU, dernièrement, pour qu'on sanctionne, pour qu'on dénonce, pour qu'il y ait une résolution. Mais tu oublies le rôle de Tshisekedi dans l'affaire du Covid. Mais bien sûr. Tshisekedi était l'allié numéro 1 de Macron. Il se retrouve à Paris et dit qu'il va vacciner les 80 millions de Congolais. Mais c'est un pion des big pharma. Mais il n'a fait pas ça. Il a gardé les Russes de haut. Maintenant, il a voulu. Bon, mais tout ça, c'est pas sérieux. Vous savez. Président, pour sortir, s'il vous plaît. Oui. Ce conflit. Oui. Les racines, si vous regardez, ça fait l'analyse factuelle. Je laisse le côté géopolitique. Mais c'est même impossible d'analyser sans la géopolitique. Mais si on part, pour comprendre les factions armées, vous devez comprendre comment on a formé l'armée qui renverse Mobutu. Était formée comment? Comment on l'a composé? Les Rwandais justifient, ils disent que non, il y a les milices, il y a les génocidaires, ou tout, à l'est de la RDC. Les anciens militaires rwandais, de l'ancien pouvoir, pour fond de génocide, il y a l'encadrement des réfugiés par les milices interamouées. Donc, Kagame justifie son action militaire par ça. Mais je vous dis qu'il y a au moins 2 rapports de l'ONU qui démontrent que Kagame perd les richesses de la RDC et que c'est organisé. Mais pourquoi c'est dans les tiroirs? Pourquoi c'est dans les tiroirs, mon cher ami? Ça sert à tout le monde, finalement. Mais pourquoi c'est dans les tiroirs? Un président sérieux devait dire à l'ONU que sortez-moi les rapports de ces tiroirs. Vous avez les rapports, sortez-moi ça du tiroir. Est-ce que même il en profite, président, M. Tshisekedi? Mais, je vous dis que, je pose la question, pourquoi c'est pas à l'ordre du jour? Il est en train de dire maintenant que, oui, c'est vous qui armez et tout et tout. Bon, pour que ça soit pas sa parole qu'on le sait de Kagame, mais qui demande à l'ONU de sortir les rapports. Ces rapports sont connus. Où il établit clairement que tout ce que Kagame raconte là sur les génocidaires qui sont à l'aide de la RDC, c'est le mensonge, c'est pour justifier le pillage dans lequel lui, il s'enrichit terriblement à titre individuel. Tout à fait. Mon cher ami, c'est cela qu'il s'agit. Donc, les bandes militaires, les armées qui ont été coalisées pour chasser Mobutu, d'après vous, quand Mobutu est tombé, ils sont devenus quoi? Ce sont eux qui les naissent sur les figures du M23. D'accord. Pardon, docteur Bekima, je reviens à vous parce que là, on est désormais en train de sortir rapidement de ce sujet. Mais on s'interroge quand même par rapport au timing pris par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour dénoncer ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire véritablement la mainmise du président rwandais sur cette partie du pays qui regorge quand même assez de richesses. Est-ce qu'il y a désormais comme une inimitié entre les deux ou alors au risque de me réitérer, c'est un véritable calcul politique? Monsieur Ndou, vous avez me ramener au même problème où vous voulez me faire croire que Tshisekedi est un homme libre qui prend des décisions en homme libre. C'est facile de pointer sur le Rwanda parce qu'on a peur de pointer sur les États-Unis et le monde occidental. C'est-à-dire, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau et c'est comme le docteur Bastikin que ce qui va sauver le Congo, ce n'est pas l'espoir que Tshisekedi va changer, mais c'est l'émergence d'une vraie classe de patriotes et ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est eux qui vont sauver le Congo et taper la main sur la table et siffler la fin de ce match. Ce n'est pas une affaire entre les sentiments et me faire vouloir penser que Tshisekedi est un visionnaire alors que tout porte à croire qu'il fait plutôt dans l'hallucination. Et Kagame est un pion des États-Unis qui, d'une certaine façon, réussit à tirer l'épingle du Rwanda dans le jeu. Mais il est tout à fait, véritablement très dangereux pour l'Afrique. Donc, voilà. Monsieur Paul Bekima, docteur, pour cette réaction.